Sans transition ou presque, puisque de la lecture, nous allons passer à l'écriture, puisque s'amorce maintenant la dernière table ronde de notre journée sur écriture inclusive et accessibilité numérique. Alors peut-être pour contextualiser cette table ronde rapidement, d'abord expliquer comment est née l'idée de faire quelque chose sur ce sujet dans le cadre de nos journées d'études technologie et d'efficience visuelle. Il est arrivé par le passé de voir un certain nombre de prises de position ici ou là, sans doute très rapides, peu nuancées, peu expliquées. L'écriture inclusive n'est pas accessible. En travaillant un peu cette question, on se rend compte qu'il y a sans doute un certain nombre de choses à dire, à exposer, à expliquer convenablement, pour mieux comprendre d'une part ce que c'est que l'écriture inclusive, et d'autre part quels sont les enjeux en matière d'accessibilité numérique quand on parle d'écriture inclusive, ce qui est somme toute, du moins on l'espère, une façon un peu plus subtile de poser le problème. Bien, nous avons proposé à Julie Moïna et Yannick Plassiard de se joindre à nous. Bonjour à tous les deux. Julie qui est active au sein d'Océane Consulting en tant que spécialiste accessibilité numérique et qui est surtout aussi rédactrice d'un blog qui s'appelle La Lutine du Web, où elle publie un certain nombre de billets, dont un billet qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu sur l'écriture inclusive. Ce qui fait que quand on a pensé à l'élaboration de cette table ronde, j'ai spontanément pensé à elle et pour lui proposer d'intervenir en cette fin d'après-midi. D'autre part, Yannick Plassiard. Alors Yannick Plassiard, beaucoup d'entre vous le connaissez peut-être déjà. Il est notamment très actif au sein de Cecitech qu'il a créé. Et Yannick, on le sait un peu moins, est également un peu autour des extensions d'NVDA, donc ce logiciel de lecteur d'écran, Non-Visual Desktop Access, que vous pouvez retrouver sur nvda-fr.org et viendra du coup dans un deuxième temps nous parler de techniquement ce qu'il est possible de faire ou pas avec un lecteur d'écran lorsqu'on est du coup en présence de certaines écritures ou certains types d'écriture inclusive. Voilà, sans plus tarder, du coup, je donne la parole à Julie pour qu'elle nous expose un peu le fruit de ses réflexions et comment elle pose le débat de ce qu'est l'écriture inclusive. Bonjour, je m'appelle Julie Moinac, je suis autrice sur le blog La Lutine du Web, également intégratrice web et consultante en accessibilité web chez Tanaguru. Et donc je vais vous présenter la conférence Écriture inclusive et accessibilité, cessons de dire n'importe quoi. Avant toute chose, on va revenir sur une définition de l'écriture inclusive qui est aussi appelée écriture non sexiste ou écriture épicène. C'est en fait un ensemble de façons d'écrire à la fois graphiques et syntaxiques pour une représentation égalitaire des hommes et des femmes, ainsi que des personnes non binaires dans nos textes. Donc les personnes non binaires, ça va être les personnes qui n'arrivent pas à s'identifier dans la binarité de genre homme et femme, et donc pourront s'identifier aux deux genres ou bien à aucun des deux genres. Et en fait, le but initial, c'était de ne plus invisibiliser les femmes dans et par la langue. Donc en fait, ça s'est ouvert par la suite également aux personnes non binaires qui ont également besoin d'être représentées. Et au-delà de l'écriture inclusive, en fait, on va aussi se poser la question du parler inclusif et donc plus globalement de la communication inclusive. On ne va pas s'arrêter à l'écriture puisque la langue sert aussi à parler. Alors pourquoi on va communiquer de façon inclusive? Première raison à ça, c'est que déjà, on va vouloir réparer un illogisme. Au XVIIe siècle, quand l'Académie française a été créée, il a été décidé certaines choses pour des raisons en fait purement politiques, donc comme la règle le masculin l'emporte sur le féminin, ou encore la suppression de certains noms de métiers ou fonctions. Alors j'en veux pour preuve quelques citations qui sont assez parlantes. Par exemple, il y a Scipion Duplex dans Liberté de la langue françoise en 1651 qui a écrit: parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu'ils soient plus proches de leur adjectif. Nicolas Bosé, dans Grammaire générale en 1767, a été encore plus clair. Il a écrit: le masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Maintenant, par rapport à la suppression des noms de métiers, en fait, on peut lire également Andry de Boisregard, dans Réflexions sur l'usage présent de la langue françoise en 1689, qui a écrit: il faut dire cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre,
et non poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. Donc ce sont des noms de métiers qui existaient et qu'on a décidé de supprimer purement et simplement. Là, on a vraiment quelque chose qui n'est pas logique. On a évidemment une autre raison pour communiquer de façon inclusive, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que le masculin générique engendre des représentations mentales majoritairement masculines. Donc le genre masculin n'est pas neutre, comme on voudrait parfois nous le faire croire. Et il y en a aussi qui ont prouvé que le masculin générique pluriel ne rend pas compte de la réalité. Pour les offres d'emploi développeurs HF, où le HF est censé représenter l'inclusion des femmes, en fait les femmes elles ne se sentent pas du tout légitimes par rapport à ces titres d'offres d'emploi. Ou encore, quand on dit les développeurs ou les infirmiers, on va plutôt imaginer un groupe d'hommes, alors que finalement, on pourrait avoir une majorité de femmes dans ce groupe, mais ce n'est pas du tout représentatif par la langue. Alors, l'écriture inclusive poserait des problèmes d'accessibilité. On a de nombreuses personnes, qu'elles soient handicapées ou non, des associations et aussi le gouvernement qui se sont positionnés contre l'écriture inclusive, sauf que ces personnes n'ont pas écouté les personnes concernées, ne savent pas réellement de quoi il s'agit de manière générale. En fait, l'écriture inclusive revêt différentes formes, et il y en a une seule qui peut poser vraiment des problèmes d'accessibilité. Et cette forme, c'est la forme des abréviations inclusives, donc l'écriture au point médian, comme on peut l'appeler aussi parfois. En fait, ce sont les mots dont la terminaison masculine est mixée avec la terminaison féminine, et on va utiliser pour ça des caractères spéciaux tels que les parenthèses, le point médian, le tiret ou la barre oblique, etc. Et là, on va préférer généralement utiliser le point médian parce que c'est un caractère qui n'est pas utilisé par ailleurs dans la langue française, contrairement aux autres caractères. Les parenthèses, on va éviter parce que symboliquement, ça met les femmes entre parenthèses, c'est pas vraiment le message qu'on veut faire passer normalement. Et le point aura tendance sur les réseaux sociaux à créer, sans le vouloir, des liens vers des sites qui n'existent pas. Donc ça peut être aussi embêtant. Sans compter que c'est le point final de phrase, donc ça peut être aussi perturbant. Par exemple, ça va être les utilisateurs, point médian is, les amis, AMI, point médian ES, les chercheurs, point médian ES. Donc là, on a une technique graphique pour inclure à la fois le masculin et le féminin d'un mot. Alors, ça pose des problèmes. Il y a a priori des difficultés de lecture. Donc, il y a des gens qui disent avoir des difficultés de lecture, donc on ne va pas le nier. Par contre, ce qu'on peut mettre en regard de ça, c'est qu'il y a une étude sur 40 personnes étudiantes, donc c'est pas énorme, hein, j'en conviens, mais ça montre qu'on s'habituerait au bout de la deuxième occurrence dans un texte. Par contre, il n'y a pas d'étude sur l'impact pour les personnes dyslexiques. On ne sait pas si c'est plus impactant pour les personnes dyslexiques ou pas. D'ailleurs, il y a des personnes dyslexiques qui disent n'avoir aucun problème avec les abréviations inclusives, donc je ne suis pas sûre à l'heure actuelle qu'on puisse faire des généralités en disant que c'est pas accessible pour les personnes dyslexiques. Sans études pour prouver ça, c'est un peu compliqué. Et par ailleurs, il faut aussi relativiser puisqu'il y a certaines abréviations inclusives qui vont être plus difficiles à lire que d'autres. Et aussi, ça va dépendre probablement de leur nombre. J'imagine que dans un texte, dans un article, si on a une seule abréviation inclusive, ça va a priori poser moins de problèmes qu'un article où il y a une abréviation dans toutes les phrases. En tous les cas, ce dont on est sûr, c'est qu'avec les lecteurs d'écran, il y a une difficulté. Donc les lecteurs d'écran, je pense que la plupart des personnes qui sont présentes ici savent ce que c'est, mais c'est le logiciel qui va permettre notamment aux personnes aveugles de savoir ce qui est à l'écran, puisque le logiciel va lire ce qui se trouve à l'écran. Alors c'est pas utilisé que par les personnes aveugles, il y a justement des personnes dyslexiques qui les utilisent, puisque ça facilite la lecture. Donc là, c'est toutes les personnes qui utilisent les lecteurs d'écran vont rencontrer ce problème-là. En fait, quand on écrit avec les points médians, ça peut générer une lecture hachée mais continue ou entrecoupée par le nom du caractère utilisé. Donc par exemple, si j'écris ami, AMI, point médian E, point médian S, ça lira ami ES ou bien ça pourra lire ami, point médian E, point médian S. Donc là, sur la compréhension d'un texte, évidemment, ça peut quand même être
assez problématique. Un autre problème, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de normes d'usage. Il y a des guides qui ont été réalisés, notamment celui de l'agence mots-clés que vous aurez dans ma bibliographie dans mon diaporama. En fait, personne ne fait vraiment de la même façon. Ça facilite forcément pas la lecture. Comme conseil, je dirais de limiter l'usage aux mots qui se prononcent pareil au masculin et au féminin. Comme ça, on n'a pas des abréviations qui sont trop complexes à lire. Si on a ce cas-là, par exemple sur ami, quand on le lit, alors je parle pas pour les lecteurs d'écran, mais si on le lit de façon visuelle, on va avoir finalement la même lecture que ce soit au masculin ou au féminin, donc on va un peu moins buter sur les mots a priori. Et plutôt que d'utiliser 2 points médians, il serait peut-être mieux d'en utiliser qu'un seul, puisque ça fait moins de coupures dans le mot. Et enfin, on va éviter totalement l'usage des abréviations inclusives. Et pour ça, il faut utiliser les autres formes d'écriture inclusive qu'on va voir. Donc il y a par exemple l'écriture détaillée ou décomposée. Donc là, c'est le détail de la forme masculine et féminine d'un mot. Évidemment, ça veut dire qu'on va redonner leur féminin au nom de métier et fonction, sinon ça ne marche pas. Donc par exemple, on va voir les auteurs et autrices, les développeuses et développeurs, les amis et amies, au féminin et au masculin, c'est la même chose. Donc c'est un peu plus lourd à la lecture parce que c'est répétitif. Du coup, on va plutôt en user avec parcimonie quand on peut utiliser une autre technique comme les mots épicènes qu'on va voir juste après, c'est un peu mieux. Donc les mots épicènes, ce sont des mots dont la forme ne varie pas selon le genre. Et là, on va parler des mots épicènes à genre indéfini. Ça veut dire que le genre de ces mots peut être masculin ou bien féminin. Donc par exemple, si je prends les mots adulte, bénévole, collègue, partenaire, ces mots ont exactement la même forme quand ils sont au féminin ou au masculin. Donc ils sont épicènes. Par contre, le genre est indéfini puisqu'on peut dire un ou une adulte. Et du coup, si on met des adjectifs, par exemple, un élève attentif, au féminin donnera une élève attentive. Donc là, le problème qu'on a ici, on le voit tout de suite, c'est que ça ne règle pas les problèmes des accords. Parce qu'à quel genre on accorde finalement ces mots épicènes? La question reste encore ouverte. Et si je prends pour exemple les bénévoles engagés, au masculin et au féminin, on a le même mot, le même participe passé engagé, mais on va avoir un E en plus au féminin. Et donc là, on se retrouve à vouloir utiliser finalement le point médian. Le problème n'est pas vraiment résolu totalement avec les mots épicènes à genre indéfini. Et donc, il y a un autre outil qui existe, c'est celui des formules englobantes et des mots épicènes à genre défini cette fois. Donc, les formules englobantes, elles vont regrouper au pluriel les 2 genres sous un même mot épicène à genre défini. Et les mots épicènes à genre défini, quand ils sont au singulier, ils permettent de s'abstraire de la notion de genre. Donc, lorsqu'on parle d'une seule personne, ça va être assez facile. On dira une personne, un individu, un être ou un membre, par exemple. Ce sont des mots qui sont toujours au même genre, donc on n'a pas cette question-là à se poser. Et sur les formules englobantes, au lieu de dire les hommes et les femmes, on pourra dire les êtres humains. Au lieu de dire les malvoyants et malvoyantes, on dira les personnes malvoyantes. Au lieu de dire les développeurs et développeuses, ce sera l'équipe de développement. Et pour les Français et Françaises, la population française. Pas mal de mots qui existent comme ça, hein. Donc on a individu, on a tout le monde, la direction, le lectorat, le peuple. On a a priori aussi les gens. Là, c'est une spécificité de la langue française, c'est que les gens, si l'adjectif il est placé avant le mot, il doit être au féminin, et s'il est placé après, il doit être au masculin. Donc on dira les bonnes gens et les gens, bon, qui est un petit peu perturbant. Du coup, je ne sais pas trop sur quel pied danser avec ce mot-là. Mais bon, du coup, les formules englobantes vont permettre quand même de résoudre un certain nombre de problèmes quand on essaye de communiquer de façon inclusive. Ça ne solutionne pas tous les cas d'usage. Donc ça, c'est le problème qu'on a avec cette forme-là. Par exemple, pour les utilisateurs et utilisatrices, j'ai cherché, j'ai pas trouvé une formule englobante neutre et générique qui éviterait la répétition et qui, du coup, faciliterait aussi les différents accords. Donc, dans certains cas, évidemment, on pourrait dire les internautes si on parle d'utilisateurs et utilisatrices d'Internet. Par contre, c'est un mot épicène à genre indéfini, donc on peut dire un internaute, une internaute, donc ça ne résout toujours pas les règles d'accord. Alors, pour résoudre ces problèmes d'accord, et aussi pour pouvoir nommer finalement en un seul mot, que ce soit par exemple les développeurs et développeuses, qu'on puisse avoir un seul mot, finalement, il faudrait créer un genre neutre, et donc des néologismes, donc des nouveaux mots. Et ce genre grammatical neutre, il permettrait
permettrait de nommer les êtres et les choses sans en définir le genre. Ça existait en latin et en grec ancien, et puis en français, en fait, on l'a complètement perdu. Et donc, ça consiste globalement à créer des nouveaux mots neutres. Alors, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, il y a à peu près 2 façons de faire, mais je me trompe peut-être là-dessus. J'ai pu voir la fusion des mots dans les formes masculines et féminines, et la création de mots à partir de racines linguistiques existantes ou non. Donc, par exemple, on a le pronom iel qui a été créé comme pronom neutre pour dire il ou elle, et du coup, qui est la contraction finalement de ces 2 pronoms-là. On a celle pour dire celles et ceux, ou celles ou ceux, tous pour tous et toutes, ou encore Adèle pour frères et sœurs. Bon, ça, c'est un mot qui a été créé à partir de racines existantes grecques. Et ou encore, on peut voir parfois la fusion des abréviations inclusives. Donc, on retire le point médian et ça donne un mot. Donc, par exemple, utilisatrice. Alors, je ne dis pas que c'est forcément satisfaisant. Hein. Je dis juste que c'est ce qu'on voit se construire actuellement. Et c'est des choses, des mots qui sont plus ou moins adoptés dans le langage courant. Alors, le problème, c'est que, du coup, comme j'ai essayé de le faire comprendre, c'est que c'est un sujet qui est finalement encore en cours d'expérimentation. Donc, il y a différentes initiatives qui existent. Je vous ai mis les liens dans la bibliographie. Mais il n'y a pas de consensus vraiment pour le moment, en fait. Ça viendra, évidemment, puisqu'en fait, la langue évolue selon les usages. Donc, ça sera forcément petit à petit. Je ne pense pas qu'un jour, on se réveille et puis, pouf, il y a un genre neutre qui est apparu dans la langue française. Enfin, ça n'arrivera pas comme ça. À mon avis, ça viendra vraiment petit à petit. Mais du coup, ça nécessitera forcément de s'y habituer et il y aura un temps d'adaptation. En tous les cas, on peut déjà voir quelques prises de position. Par exemple, Twitter utilise déjà le pronom IEL. Quand on va avoir un compte Twitter pour voir la liste dont ce compte est membre, le titre de la page est liste dont IEL est membre. Il n'y a pas de prise de position sur le genre. Ici, on utilise un pronom neutre. Et puis, il y a 2 outils par rapport à l'écriture inclusive qui vont permettre quand même de nous faciliter la vie. Ça va être 2 accords. Donc, il y a l'accord de proximité qui est vraiment très intéressant puisqu'en fait, c'est une règle logique qui existait déjà jusqu'au XVIIe siècle quand l'Académie française a décidé que le masculin allait l'emporter sur le féminin. Du coup, cet accord de proximité a disparu, mais il était en usage jusqu'alors. Et en fait, ça consiste à faire en sorte que le genre du sujet le plus proche du mot à accorder fasse l'accord. Je vais écrire « Les utilisateurs et utilisatrices sont curieuses » ou encore « Les développeurs et développeuses se sont présentés ES au féminin puisque le sujet le plus proche est féminin. Donc, je vais accorder au féminin. Et ça, en fait, c'est juste un accord qui est totalement naturel. Je me souviens très bien que quand j'étais petite, j'avais fait cet accord-là de cette façon. On m'a dit, non, c'est le masculin qui doit l'emporter sur le féminin. Donc, si tu veux que ça te choque pas, du coup, tu inverses tes sujets. Tu mets le masculin plus proche du mot à accorder et du coup, ce sera plus choquant. Sauf que j'ai plus trop envie de respecter cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin puisqu'elle n'a pas de sens. Et là, il n'y a aucun problème avec cette règle. Il faut juste qu'on s'y habitue, en fait. Et on a également l'accord de majorité. Donc, l'accord de majorité, en fait, on accorde selon le nombre de personnes d'un genre défini. Donc, s'il y a un homme et 1000 femmes, évidemment, on va accorder au féminin et non pas au masculin, puisque ça n'a aucun sens. Et en fait, on le pratique déjà dans la langue courante. On dit les infirmières, les caissières, les femmes de ménage, les sages-femmes, etc. Par contre, Sud-Ouest, dans sa une du 24 novembre 2019, pour illustrer une manifestation féministe contre les féminicides, met une photo où on voit a priori un seul homme et titre il crie assez. Donc c'est un peu ridicule en fait ce genre de titre. Il n'y a aucun problème avec cette règle. Le seul problème c'est de pouvoir dénombrer le genre des personnes dans le groupe, ce qui n'est pas toujours faisable. Donc pour récapituler les différentes formes de l'écriture inclusive que j'ai relevées, ce n'est pas forcément une liste exhaustive. Donc, on a les abréviations inclusives ou l'écriture au point médian qu'il faut plutôt éviter. L'écriture détaillée ou décomposée. Les mots épicènes à genre indéfini, donc qui peuvent être soit féminins, soit masculins. Un même mot peut être des 2 genres, je veux dire. On a les formules englobantes et mots épicènes à genre défini. Donc là, le mot, il peut être que masculin ou que féminin. Le genre neutre et les néologismes. Donc, c'est un outil qui est encore en construction. L'accord de proximité et l'accord de majorité. Donc là, on a quand même un sacré panel pour pouvoir écrire de façon inclusive.
Alors finalement, pour une communication inclusive et accessible, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme solution? Alors moi, j'ai relevé qu'il faudrait des études, des méthodes, des outils et un genre neutre. Donc je vais revenir en détail. Réaliser des études sur l'écriture inclusive au regard de l'accessibilité. Pour avancer sur le sujet, en connaissant vraiment tous les enjeux, il faut qu'on mène des études objectives à grande échelle sur les impacts des différentes formes d'écriture inclusive pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a des gens qui affirment certaines choses, mais finalement, on n'a pas forcément de preuves pour ça. Donc, il y a quelques points essentiels que je voulais remonter, c'est qu'il y a une inquiétude sur la complexité des règles d'écriture inclusive, sauf que, a priori, libérer les règles d'accord et créer un genre neutre, finalement, ça faciliterait plutôt la tâche. Et puis, pour les gens qui semblent se préoccuper des personnes dyslexiques, ne blâmez pas du coup leur orthographe, parce qu'en fait, on en voit parfois qui disent oui, mais l'écriture inclusive, c'est pas accessible aux personnes dyslexiques, et qui, quand les personnes dyslexiques répondent en disant non, moi j'ai pas de problème avec ça, finalement la personne qui se plaignait de l'écriture inclusive se met à se moquer de la personne dyslexique parce qu'elle a fait des fautes. Du coup, elles s'en fichent en fait des personnes dyslexiques. Donc juste, ne vous servez pas des personnes handicapées pour justifier vos opinions dogmatiques. Assumez-les. Alors, les outils les méthodes qu'on peut utiliser pour écrire de façon inclusive, communiquer de façon inclusive, ça va être de reformuler pour éviter les termes genrés et l'usage du point médian. Donc, on va utiliser les différentes façons de nommer sans point médian, donc celles qu'on a vues, décomposer le masculin et le féminin, utiliser les termes épicènes et surtout les formules englobantes et utiliser les néologismes neutres une fois qu'ils sont bien rentrés dans l'usage. A priori, il n'y a pas de problème. Et puis, forcément, on va utiliser les accords logiques pour se faciliter la vie, les accords de proximité et de majorité. On va arrêter de se complexifier l'écriture. Et puis, on va reformuler, ça c'est une autre possibilité, reformuler en contournant le genre. Donc pour ça, il faut quand même bien maîtriser la langue. J'ai bien conscience que ça peut être difficile pour certaines personnes. Par exemple, quand on écrit une phrase qui commence par « sur un projet où vous êtes seul », le mot « seul » peut être au masculin et au féminin. Donc là, si on écrit sur un projet en solitaire, on a contourné le genre et on n'en a pas besoin. Ou encore, vous serez amené à apprendre, amené peut-être au masculin et au féminin. Et si on dit vous apprendrez, c'est d'autant plus simple et on se fiche totalement du genre ici. Alors je vais vous prendre un exemple de réécriture inclusive accessible avec une petite phrase du compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020 de la ville de Lyon. Ce compte rendu a fait l'actualité dernièrement et donc je trouvais ça intéressant. Donc on a une phrase qui dit « Les conseillers municipaux point médian AL se réunissent pour élire les délégués point médian E, point médian S, de la ville de Lyon aux élections sénatoriales. » Donc là, on a 3 points médians dans cette phrase, et pourtant, on arrive quand même à écrire « conseiller » uniquement au masculin. Donc, c'est un peu un raté. Je vais vous proposer 3 solutions de réécriture. On a, par exemple, les conseillers et conseillères municipales se réunissent pour élire les personnes déléguées de la ville de Lyon aux élections sénatoriales. Donc là, on a l'Académie française qui criera au péril mortel parce que j'ai utilisé l'accord de proximité. Donc, j'ai mis les conseillers et conseillères municipaux. Et puis, délégué s'est transformé en personne déléguée, formule englobante. Comme ça, j'ai plus besoin du tout de point médian ici. Alors, il y a une autre solution qui pourrait être d'écrire les conseillères et conseillers municipaux se réunissent pour élire les délégués et déléguées de la ville de Lyon aux élections sénatoriales. Là, délégués et délégués, masculin et féminin, c'est un peu répétitif. On aurait envie quand même de le mettre, ce point médian. Du coup, j'ai une 3e solution. On pourrait dire le conseil municipal se réunit pour élire les mandataires de la ville de Lyon aux élections sénatoriales. En utilisant le conseil municipal, on utilise une formule englobante qui est neutre du coup. On se moque du genre des personnes et puis on remplace délégué par mandataire qui est un mot épicène. Donc mot épicène à genre indéfini ici. Mais comme j'ai pas d'accord à faire dans la suite de la phrase, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà, il y a plusieurs façons de réécrire sans utiliser les points médians. Parfois, sur les phrases clés, c'est un peu plus compliqué, mais quand on écrit des longs textes, normalement, on doit pouvoir trouver des solutions. Alors, en attendant, on a quand même les gens qui vont continuer à utiliser les abréviations inclusives. Ça va être difficile d'arrêter ça. Donc, on peut aussi créer des outils pour remplacer ces abréviations inclusives. Et ce seraient des outils qui n'invisibilisent pas
à nouveau les femmes dans la langue, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc, par exemple, il y a l'extension de navigateur Leia, Leia, qui a été développée par Anne Mesura et qui a en fait plusieurs options pour le mode de lecture inclusive. On peut remplacer les abréviations inclusives par les mots uniquement au féminin ou uniquement au masculin, ou bien les deux. Il y a une option qui est intéressante, qui est celle qui permet de styliser les terminaisons inclusives. Donc, par exemple, sur le mot imprimeur point médian euse va être mis en avant. Donc là, il est surligné en jaune et ça permet du coup de faciliter la lecture ici. Et c'est une option qui a été demandée par des personnes dyslexiques, donc qui ne voulaient pas supprimer les abréviations. Alors, les limites de ce genre d'outil, c'est qu'évidemment, ça fonctionne que pour le numérique. Sur les documents papier, ça ne marche pas. Et puis, c'est difficile à mettre en place parce qu'il n'y a pas de consensus réel sur la façon d'utiliser les abréviations. Donc, forcément, là, les algorithmes à réaliser peuvent être assez complexes. Yannick reviendra un petit peu sur le sujet des lecteurs d'écran par rapport à ça. Et puis, c'est une solution qui est provisoire. Parce que, pour moi, le point médian, enfin, les abréviations inclusives, c'est une transition vers, finalement, le genre neutre. Parce que sans genre neutre, le point médian restera dans tous les cas un palliatif. Pour créer un genre grammatical neutre, évidemment, donc comme je le disais, ça ne sera pas tout seul, mais ça permettrait en tous les cas aux personnes non binaires de s'identifier dans la langue française. Ça permettrait d'éviter de mégenrer les gens dont on ne connaît pas le genre et d'éviter de catégoriser quand c'est inutile. On n'a pas toujours besoin d'évoquer le genre des personnes. Et puis, ça permettrait en fait de simplifier certaines choses, puisque si on neutralise les règles d'accord, qu'on se dit on accorde tout au neutre, finalement, c'est beaucoup plus simple. Si on rend neutre également les noms ou en tout cas qu'on invente un genre neutre pour les noms de métiers et fonctions, on pourrait nommer tout le monde. On pourrait également faire en sorte que les tournures masculines qui n'ont pas de raison d'être masculines deviennent neutres. Par exemple, dans il y a, lui dire je le suis, c'est beau. Pourquoi c'est masculin, tout ça? Et puis, ça permettrait d'écrire et de parler plus facilement, notamment dans la spontanéité. Donc, quand on fait des réunions avec les collègues, par exemple, ce serait beaucoup plus facile pour communiquer. Donc, en conclusion, l'écriture inclusive ne se résume pas au point médian. Et l'écriture inclusive elle-même ne pose a priori pas de problème d'accessibilité. Les abréviations inclusives, par contre, elles en posent. Donc, on va éviter de les utiliser. Mais il faut arrêter de dire que l'écriture inclusive pose des problèmes d'accessibilité. Et de toute façon, on évolue déjà vers une communication inclusive, aussi bien écrite que parlée. Et c'est une bonne chose. Donc, personne ne pourra bannir l'écriture inclusive elle-même. Par contre, on peut avancer sereinement vers des solutions qui conviennent à tout le monde. Et je vais finir sur une note positive. En fait, il y a WordPress, sa communauté francophone, qui a récemment modifié les traductions pour l'administration des sites faits avec WordPress. Et maintenant, c'est écrit de façon inclusive et sans point médian. Donc ça, c'est vraiment une grande avancée par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment cool. Et ça arrivait juste quand j'étais en train de préparer ma conférence. J'ai dit c'était parfait pour une conclusion. Voilà, du coup, je vous remercie et vous retrouverez mon diaporama sur jetdv2020.lalutineduweb.fr. Tout grand merci, Julie, pour cet exposé brillant, ramassé et mené de main de maîtresse. Voilà, merci vraiment beaucoup, sincèrement, pour la qualité de la synthèse et la teneur du propos. Je propose du coup, effectivement, qu'on revienne maintenant avec Yannick sur les écueils que tu pointais concernant les lecteurs d'écran. Yannick, toi qui baignes dans le code source, notamment de certaines extensions pour NVDA, et compte tenu un peu des problèmes qui étaient posés là sur finalement la façon que pouvaient avoir les lecteurs d'écran de gérer certains types d'écriture inclusive, est-ce que tu saurais nous éclairer techniquement sur ce qui serait possible d'espérer avec un lecteur d'écran, avec les voies de synthèse utilisées dans les lecteurs d'écran ou pas? Voilà. Est-ce que là, toi, tu pourrais nous apporter, je sais que tu le peux, mais un éclairage technique sur ces questions-là, peut-être aussi en rappelant au passage un peu le fonctionnement des lecteurs d'écran. Peut-être que certains d'entre nous ne sont pas autant au fait de comment la chose fonctionne. Et bonsoir à tous.
évidemment, à nos auditeurs point médian RIS. Donc oui, je peux effectivement rappeler très brièvement ce qu'est un lecteur d'écran. Le principe est assez simple au final, même si la mise en œuvre est complexe. Le principe est assez simple. Il y a du texte qui est affiché sur un écran et ce texte doit être retranscrit oralement par le biais d'une synthèse vocale. Et aussi tactilement par le biais d'afficheurs braille connectés, le cas échéant, si jamais il y en a. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, il y a plusieurs choses qui interviennent dans ce processus de retranscription de texte, mais à un moment donné, on va avoir une partie du lecteur d'écran qui va se charger d'extraire le texte à retransmettre d'une partie de l'écran. Alors bien souvent, ça va être la partie sur laquelle est le curseur, très simplement, ou sur laquelle est ce qu'on va appeler le focus. Promis, c'est le seul terme technique pénible que j'emploierais. Et ce texte-là, une fois qu'il a été extrait, eh bien, il va être nettoyé, enrichi, simplifié, possiblement. Bref, il va subir quelques petites transformations avant d'être envoyé à un pilote de synthèse vocale qui, lui, va se charger du boulot de le retransmettre en son. Voilà, ça c'était pour le schéma rapide de ce qu'est un lecteur d'écran. Et nous, on va s'intéresser à la partie polissage, à la partie nettoyage, puisque c'est à ce moment-là qu'on peut envisager que certaines extensions, certains petits bouts de logiciel soient adjoints justement au lecteur d'écran dans le but de faire du nettoyage supplémentaire, des choses que le lecteur d'écran n'a pas prévues. Par exemple, pour les utilisateurs RIS du lecteur d'écran NVDA, libre et gratuit sous Windows. Je vous le rappelle, si jamais vous ne l'utilisez pas, allez-y, foncez, ce lecteur d'écran est génial. Bref, ça c'était le côté pub. Pour les personnes utilisant ce lecteur d'écran, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il existe depuis quelque temps des extensions qui se proposent de notamment traduire du texte dans une langue autre que la langue utilisé par le lecteur d'écran et donc utilisé par vous-même, utilisateur RIS de ce lecteur d'écran. Imaginez par exemple que vous vous retrouviez par hasard sur un site web en allemand et que, manque de bol, vous n'avez pas fait allemand première langue. Ça peut arriver, tout le monde fait des erreurs. Bref, du coup, vous pourriez utiliser des extensions de traduction. De la même manière que votre navigateur peut le faire, votre lecteur d'écran, il pourrait le faire aussi. Ces extensions, elles existent. Il y en a notamment une qui s'appelle Yandex Translate qui permet de faire le boulot très très bien. Il permet ainsi de traduire n'importe quoi dans n'importe quelle langue. Bref, ça, c'était pour l'exemple de la traduction. On pourrait imaginer une extension qui fasse à peu près la même chose pour l'écriture inclusive. De la même manière que l'extension pour navigateur Leia dont Julie a parlé précédemment, on pourrait imaginer que lorsque NVDA rencontre un mot qui contient un point médian, NVDA puisse décider, en suivant vos choix, d'accorder ce mot au masculin, au féminin, ou de mettre les deux mots possibles. Par exemple, en mettant les utilisateurs / utilisatrices ou les utilisateurs et utilisatrices, en admettant que le mot initial soit utilisateur point médian RIS, pardon. Ce serait possible. Toutefois, ça pose des problèmes. Et le principal écueil le principal écueil d'NVDA à ce sujet et de tous les lecteurs d'écran. Je parle d'NVDA, pourquoi? Et j'aurais peut-être dû faire une petite aparté, mais j'y reviendrai un peu après. C'est parce que c'est le lecteur d'écran qui potentiellement est le plus personnalisable. On va dire ça comme ça. Du coup, ça pose un problème qui se résume en 4 mots. L'ordinateur est stupide. Et malheureusement, on a beau nous vendre tout ce qu'on veut concernant l'intelligence artificielle, un ordinateur reste stupide. Il n'a pas de moyen d'analyser sémantiquement une phrase. C'est-à-dire qu'il n'a pas de moyen de connaître, déjà de faire de la détection de masculin, féminin sur des mots, d'en extraire un sens. C'est quelque chose que l'ordinateur ne sait pas faire et qu'il ne saura pas faire avant un sacré paquet d'années, si vous voulez mon avis. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des alternatives, des petites alternatives du genre, des petites extensions qui vont repérer les points médians et ensuite décider si jamais, par exemple, on a un mot qui s'écrirait les utilisateurs au pluriel point médian RIS au pluriel aussi, on pourrait envisager qu'un algorithme se charge de remplacer la fin du mot utilisateur
par la fin de ce qu'il y a après le point médian. Avec les risques que si jamais quelqu'un un jour s'amuse à mettre des tirets au lieu d'un point médian, eh ben, ça ne marche plus. Parce que si on se considère qu'on se sert du point médian comme séparateur, on va appeler ça comme ça, eh bien, si on change le séparateur, bah, ça ne marche plus. Du coup, l'algorithme est cassé. Si jamais on a un autre exemple avec des mots qui peuvent être à la fois au singulier, au pluriel, au masculin et au féminin, ça devient encore plus compliqué parce que comment savoir si on veut du masculin singulier ou du féminin pluriel ou les deux? Qui sait? Ça devient assez compliqué. Du coup, les préconisations, enfin non, juste avant de parler de préconisations, là je vous parle d'NVDA depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le meilleur des mondes. Pourquoi le meilleur des mondes? Parce que NVDA, il permet, et j'ose dans une très moindre mesure, pourrait envisager d'avoir quelque chose de similaire aussi, même si c'est beaucoup moins évident à faire. Ces lecteurs d'écran sont ce qu'on appelle scriptables, c'est-à-dire qu'ils permettent de charger des extensions, des petites choses complémentaires pour faire des actions qui ne sont pas prévues à la base. Maintenant, passons de l'autre côté de la barrière et allons voir du côté de VoiceOver, qui est le lecteur d'écran de macOS, d'iOS et de tous les écosystèmes et systèmes d'exploitation fournis par Apple. Ces lecteurs d'écran ont la particularité de ne pas être personnalisables en aucune façon. Sur n'importe quel système, vous ne pouvez pas créer une extension qui va modifier le comportement de ce lecteur d'écran VoiceOver, que ce soit sur Apple macOS ou sur iOS ou sur tvOS ou sur votre montre, votre Apple Watch. Bref, il n'est pas possible de créer cette extension. Du coup, que faire? Parce que là, c'est pareil. Je parle de VoiceOver. Hein. Vous allez me dire que je suis pro Windows et contre la marque à la pomme, mais en restant dans l'environnement Windows, le lecteur d'écran de Windows, parce qu'il y en a un, le narrator, lui non plus n'est pas personnalisable, en aucune façon, de la même manière. Et du coup, on se retrouverait embêté exactement de la même manière. Ce qui signifie que ça suppose que si jamais une telle extension était développée pour NVDA, eh bien les utilisateurs de JAWS eux, eh bien, ne pourraient pas, malheureusement, profiter de cette extension, à moins que quelqu'un développe celle-ci pour JAWS. Et puis, alors ça, encore ça va, mais du coup, bah, vous avez suivi mon propos, j'imagine, hein, pour le narrateur et pour VoiceOver, c'est encore pire. J'ai parlé de VoiceOver, mais Talkback, c'est la même histoire hein, pour Android. Du coup, pas d'extension, du coup, pas de solution, du coup, merci, au revoir, vous restez sur le borne touche, et tant pis pour vous. Alors, vous me direz, bah, comment résoudre ça techniquement? Il y a un petit proverbe en informatique qui est assez connu, et qui d'ailleurs n'est pas l'apanage de l'informatique, mais qui dit à peu près ceci: quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais on s'arrange pour écrire des formules en langue française, lesquelles ne faisant pas intervenir un genre pour définir des personnes ou pour définir des objets, eh bien, s'il n'y a pas de genre, il n'y a pas de question à se poser pour savoir comment masculiniser ou féminiser un genre qui de toute façon n'existe pas. Du coup, l'utilisation de quelque chose de non genré va permettre effectivement de résoudre cette problématique par une absence de résolution de cette problématique puisqu'elle n'existe pas. Ça, c'est encore la chose la plus simple. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Alors, bon, évidemment, quand on a dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit, parce que comment faire de l'inclusif maintenant qu'on commence à voir apparaître du point médian un petit peu partout? Comment faire? Eh bien, il va falloir créer des extensions pour ça. Il va falloir créer des outils pour ça. Alors, pour NVDA, j'ai bon espoir. Je ne vais pas m'engager personnellement, parce que la dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2004 et les gens attendent encore. Je plaisante, mais c'est presque ça. Mais créer une extension NVDA qui fait ça n'est pas extrêmement compliqué. Du moins, ça doit pouvoir se faire assez simplement, même si ça suppose aussi des choses. C'est que comment faire? Là, on parle de vocal pour l'instant. C'est-à-dire avoir les utilisateurs point médian RIS remplacés par les utilisatrices, quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une notation en braille avec les lecteurs d'écran. Et du coup, comment ça va se passer si vous remplacez ça, vous avez une notation en point médian et que vous devez non seulement remplacer ça en braille avec ce qui va bien en termes de mots, masculin, féminin, mais aussi si jamais votre utilisateur
ou utilisatrice décidait par un curieux hasard d'adorer le braille abrégé. Je vous laisserai méditer là-dessus. Me concernant, c'est une problématique à laquelle je n'ai pas forcément de réponse actuellement. Après, techniquement, tout est faisable, pour terminer quand même sur une note un petit peu positive, hein, parce que voilà, techniquement, tout est faisable. Et reste à savoir, comme tout, il faut trouver le temps et des gens qui ont suffisamment de temps et de volonté pour pouvoir développer ces extensions. Si jamais, évidemment, vous avez des questions plus techniques ou plus détaillées sur le sujet, n'hésitez pas à les poser et je terminerai en faisant une toute petite aparté, mais qui, à mon sens, prend justement tout son sens. Je n'en peux plus de voir des recherches développeurs ou non, plutôt des recherches développeurs H/F. Donc, par pitié, pour ceux qui seraient parmi vous dans l'enseignement ou pour qui parmi vous seraient en études et qui se tâteraient pour savoir quelle voie emprunter, par pitié, rejoignez, devenez développeuse, devenez ingénieuse. On a grand besoin de vous, mesdames, pour essayer de moderniser un petit peu, ça ferait l'objet d'un autre débat, mais de moderniser un petit peu les métiers de l'informatique qui en ont grand besoin. Merci beaucoup Yannick, et on va maintenant passer directement aux questions. Je vois qu'on est un tout petit peu sur la limite du temps. Pascal, du coup je vais te laisser la main. J'imagine qu'il doit y avoir des questions sans doute, des remarques peut-être. Pas vraiment sur le chat. En revanche, moi j'ai été passionnée par d'une part la présentation de Julie. J'avoue que j'ai beaucoup appris sur l'écriture inclusive. Pour moi, ça se limitait un petit peu au fameux point médian qu'on lit un petit peu partout. Et donc, j'ai trouvé que c'était très, très instructif de nous montrer comment on pouvait finalement communiquer en écriture inclusive. Mais j'avais une question. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans tout ce que Julie nous a exposé comme solution, qu'est-ce qui est réellement officiellement autorisé? C'est-à-dire que, par exemple, en termes d'orthographe, l'accord de majorité ou l'accord de proximité, je suppose qu'il n'est pas encore validé. Alors, validé par qui? Oui. En fait, c'est a priori l'Académie française qui détient les rênes, et l'Académie française, quand on lui parle d'écriture inclusive, dit que c'est un péril mortel. Donc, c'était ma petite vanne de tout à l'heure. Du coup, avec l'Académie française qui, en plus, ne contient aucune personne linguiste dans ses rangs, il risque pas trop d'y avoir d'avancée pour le moment. Par contre, on sait que c'est l'usage qui fait la langue, et donc si certaines formulations sont beaucoup utilisées et deviennent finalement vraiment des normes d'usage, finalement, il n'y aura plus trop le choix que de les intégrer. Donc, les accords de proximité et de majorité, moi, je les pratique, mais je ne suis pas dans un contexte scolaire où il y a des profs qui vont me noter et dire non, ça, t'as pas le droit. Moi, j'ai le droit, puisque du coup, je suis plus dans ce système scolaire-là. Mais par contre, pour les élèves, c'est pas encore possible d'utiliser ça. Tout ça, c'est encore des choses qui sont en questionnement et qui sont amenées à évoluer dans tous les cas. Après, qu'on aurait pensé le regretter Alain Ray, qui lui prenait plutôt l'usage pour faire bouger les lignes. Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment l'usage qui va faire bouger les lignes. Et si déjà les gens comprenaient que l'écriture inclusive, c'est pas juste l'écriture au point médian, que déjà quand on dit française, français ou française, français, c'est de l'écriture, enfin c'est du parler inclusif là en l'occurrence, déjà on aurait fait une grande avancée en fait, si déjà on comprenait ça. Et sinon, donc, je m'interrogeais effectivement, comme l'a dit Yannick, pour les lecteurs braillistes. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de lire en braille abrégé des textes avec beaucoup d'écriture au point médian. Je ne sais pas si toi, Fernando, par exemple, tu as eu l'occasion ou Yannick, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir sous les doigts ce type de texte? Parce qu'effectivement, dès qu'on commence à travailler en braille abrégé, j'imagine que ça peut faire des choses un peu curieuses. C'est sûr que dès qu'on active le braille abrégé, ça fait, ça donne des expressions qui, en plus, sur des petits afficheurs braille, peuvent être un peu problématiques. Après, voilà, la question, c'est effectivement, on en revient toujours au même, quoi, c'est-à-dire de pratiquer une écriture inclusive qui du coup, ne passe pas par ces problèmes de point médian. Enfin, je reprends ce que disait Yannick tout à l'heure, pas de problème, pas de solution, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, la question, elle est sans doute essentiellement là, mais on le voit bien en tout cas dans les propos qui ont pu être tenus aujourd'hui. C'est pas l'écriture inclusive qui n'est pas accessible, c'est
l'utilisation d'une certaine forme particulière qui va poser un certain nombre de problèmes. Et c'est peut-être là, en tout cas pour ma part, la conclusion à laquelle je crois on en arrive tous ce soir, c'est de se dire que finalement, il y a moyen d'écrire inclusif sans pour autant que ça ne pose de problème d'accessibilité. Et c'est peut-être, même sûrement, une position un peu plus nuancée que de faire dire aux personnes en situation de handicap que l'écriture inclusive leur est inaccessible. C'est en tout cas comme ça, moi, que je le résumerai. Mais en écoutant l'exposé de Julie, je me dis réellement aussi que l'écriture inclusive, c'est carrément remettre en place un certain mode de pensée. Hein. Ça va très au-delà de ce qu'on peut écrire et comment on peut l'écrire. Parce qu'effectivement, depuis tout petit, on nous a dit, hein, dès qu'il suffit qu'il y ait un homme dans un groupe pour que le masculin l'emporte. Ça va nous faire un joli sujet de réflexion pour la soirée. Eh bien, écoute, je te propose de nous rédiger une dissertation et nous la présenter demain matin. Commandons. Alors, Voilà. de viennoiserie, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, vraiment un très grand merci à l'ensemble de nos intervenants du jour et évidemment à nos panélistes de cette dernière conférence pour les propos tenus et la clarté des propos.